On parle d'une course qui est difficile, engagée, qui fait partie des plus dures courses au monde en ultra-endurance à vélo. C'est un très bel event organisé par un copain, Nelson. Et ça fait partie des 10 courses, en gros, qu'il faut faire dans le monde. Bonjour, je suis Alexandre et bienvenue dans le podcast Les Joies du Sport, le podcast qui vous permet de suivre une aventure avant même qu'elle ne commence. Dans ce format, des invités viendront te présenter leurs futurs projets sportifs, que ce soit une course avec dossard ou bien un projet off, et cela à 2 reprises. Mais pourquoi 2 interventions sur un même sujet ? C'est peut-être la question que tu te poses. Sache que ces 2 épisodes te permettront une immersion totale dans le projet. Lors du premier épisode, enregistré avant l'événement, ce sera l'occasion de découvrir notre invité et d'en apprendre plus sur le défi qui l'attend et comment il s'y est préparé. Nous découvrirons également comment il intègre son entraînement dans sa vie personnelle et professionnelle. Nous discuterons de ses sensations à l'approche de l'événement ainsi que ses attentes sur ce défi. Et si tu écoutes cet épisode dans les premiers jours de sa sortie, cela te permettra de suivre l'aventure en direct via les informations qui te seront données par l'invité ou via le compte Instagram du podcast, @lesjoiesdusport.podcast. Lors du second épisode, qui sera enregistré après l'événement, que le projet soit couronné de succès ou parsemé de difficultés, l'invité te partagera son expérience lors d'un débriefing complet et nous analyserons la différence entre les attentes et les résultats obtenus. Et ce sera également l'opportunité de connaître ses futurs projets. Maintenant que tu connais le concept, je te laisse avec l'invité du jour. Aujourd'hui, je reçois l'ultracycliste Steven Le Yarrick. À ce jour, on ne compte plus le nombre de courses d'ultra-distance auxquelles il a participé, ni le nombre de projets plus dingues les uns que les autres qu'il a réalisés. Mais dans cet épisode, il vient te parler de sa prochaine participation à l'Atlas Mountain Race, une course de 1300 km pour 21 140 mètres de dénivelé, sur des routes non goudronnées où il faudra parfois même pousser son vélo pour rallier l'arrivée. Mais perdons pas plus de temps, et allons tout de suite à la rencontre de Steven et de cette aventure. Bonjour Steven, comment tu vas et où es-tu actuellement ? Salut, je suis au Maroc, je suis à Ourika, dans la vallée de l'Ourika, à quelques kilomètres de Marrakech, à 45 kilomètres de Marrakech exactement. Et voilà, donc je prépare donc l'Atlas Mountain Race, et puis j'ai organisé une épreuve qui s'appelle Gravelman il y a quelques jours. Donc voilà, ça me fait, je passe souvent, presque tous les ans, 1 mois, voire 2 mois ici pour m'entraîner l'hiver. Et puis j'en profite pour faire 1 ou 2 courses quand je peux. Très bien, mais de toute façon, on va avoir l'occasion d'en reparler dans cet épisode. Est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire quel a été le premier sport qui t'a passionné ? Je m'appelle Steven Le Yarrick, je suis aventurier professionnel, donc je vis de l'aventure, je vis de ce que je produis en images, en aventure, et j'ai des partenaires qui me suivent au-delà de mes performances pour certainement la transmission que je mets dans mes projets, donc à travers des documentaires, des livres, mes réseaux sociaux également. Et voilà, aujourd'hui, je compte beaucoup de gens qui me suivent, et c'est très bien parce que ce que je veux, c'est mettre les gens en action. Donc voilà, je fais entre 5 et 10 épreuves, on va dire, par an. Mais on va dire que cette année, ça va être un peu plus restreint. On va rester sur 5-6 courses de type Atlas Mountain Race et compagnie. Mais j'en fais beaucoup ces 5 dernières années. Là, je vais ralentir un peu. Je pense que je commence à être un peu fatigué et je commence à avoir moins envie. Et quel a été du coup le premier sport qui t'a passionné ? En fait, quand j'étais petit, j'étais un peu hyperactif. Je faisais un peu tous les sports, et j'ai pris goût très vite au vélo. J'ai commencé le vélo en compétition, j'avais 5 ans et demi, 6 ans. Donc ouais, c'est le vélo. Après, quand j'étais petit, je faisais vraiment beaucoup de choses tout le temps, partout, et je m'arrêtais jamais. Donc voilà, aujourd'hui, limite, j'en fais moins que quand j'avais 10 ans, quoi. Et là, actuellement, tu pratiques quoi comme autre sport en parallèle du vélo ? Aujourd'hui, je fais un peu de course à pied. J'ai fait des courses un peu longues, comme le Marathon des Sables, la PTL, ou UTM, enfin des courses UTMB Nice Métropole notamment, et UTMB Oman.
Voilà, je fais des courses de plus de 100 km à pied. Mais ouais, je fais beaucoup moins de sport collectif que quand j'étais petit. Je fais beaucoup moins de choses, mais après, je fais beaucoup de préparation physique générale. Yoga, pilates aussi un peu dans ma vie aujourd'hui, mais voilà, aujourd'hui, ça structure vraiment autour du vélo et autour de l'ultra endurance. Donc, faut renforcer son corps et son esprit surtout et passer du temps sur le vélo. Du coup, on reste un petit peu sur, l'ultra cyclisme. Est-ce que tu peux me parler un petit peu des courses que tu as faites, récemment? Enfin les courses, assez dingues auxquelles tu as participé, mais également les projets off que tu as fait en parallèle? Ouais, j'ai commencé par des records à vélo. En fait, j'ai commencé par le haut niveau à vélo. J'étais une dizaine d'années coureur cycliste amateur de niveau élite, mais amateur. Bon, c'était mon métier. J'étais payé pour faire ça, pas beaucoup, mais j'étais payé. Et ensuite, j'ai arrêté le vélo pendant quelques années avant de reprendre pour faire un gros projet qui s'appelait Rêve d'Himalaya, qui était de traverser l'Himalaya d'est en ouest à vélo et en alpinisme et à pied en rando. Donc j'ai porté beaucoup le vélo, ça a été très dur, ça a duré 51 jours et 2000 km, 90 000 mètres de dénivelé positif. Et après j'ai enchaîné sur une quinzaine d'aventures de ce type, dont un Paris-Dakar en 20 jours, 5600 km, traversée du lac Baïkal, un record du Kilimandjaro à vélo, un record entre Lhasa et Katmandou, voilà, une dizaine de records de ce type. Puis après, je me suis tourné un peu plus vers l'ultra-endurance à vélo avec des épreuves qui sont aujourd'hui assez connues. Et après, les plus grosses que j'ai faites et sur lesquelles j'ai assez bien performé, bon, j'ai gagné la Race Across France, Race Across Belgium, j'ai fait 2 de l'Italie Divide. J'ai fait aussi la Tour Divide cet été, où je fais quatrième, donc la traversée des États-Unis nord-sud. J'ai fait aussi quatrième de la Silk Road Mountain Race. J'ai aussi l'an passé fait quatrième de l'Atlas Mountain Race. En fait, j'ai fait toutes les places de 4, 5, 6 sur l'Atlas Mountain Race les 2, 3 dernières années. Donc j'essaierai de faire mieux cette année. Entre les projets off et les courses, est-ce que tu as une préférence? Je sais pas si j'ai une préférence, mais souvent mes courses préparent les projets off et les projets off préparent mes courses. Ça alimente mon envie aussi, mon envie d'évasion, parce que les courses, c'est donc des circuits qui me sont imposés sans assistance, mais souvent un peu plus facile que mes projets off, qui sont pour certains des grands voyages, mais surtout des expéditions un peu compliquées à monter, à financer. J'ai notamment j'ai un projet au long cours depuis 3 ans maintenant qui s'appelle le projet 666, dont la production était Paris-Dakar. J'ai traversé notamment, j'ai fait un gros projet en Namibie de 4500 km. Ensuite, j'ai enchaîné avec un gros projet en Mongolie. Donc, c'est les 6 déserts les plus durs du monde sur 6 continents, 6 fois un mois sur 6 ans. Donc. Et donc, cette année, il y a un mois, j'étais au Chili pour traverser le Chili du nord au sud sur 4000 km et 50 000 de D+. Donc c'était chaud, c'était dur, c'était compliqué à monter, à financer et puis après à réaliser. Et mon choix aujourd'hui, c'est sans doute de faire moins de courses dans les 5 prochaines années et de me diriger beaucoup plus vers ce que j'aime profondément, c'est-à-dire voyager à vélo, faire un peu plus de documentaires, faire un peu plus de projets où je vais beaucoup plus à la rencontre des gens que je peux le faire en course, parce que ça va quand même très vite. C'est des courses aussi où je dors pas beaucoup ou pas du tout. Donc ouais, je switch un peu de l'ultra, enfin, je vais revenir d'où je viens, c'est-à-dire les grosses expéditions à vélo. Donc voilà, il me reste encore 3 déserts sur le projet 666, dont 2 déserts polaires, Arctique-Antarctique. Donc j'ai un peu de pain sur la planche et ça va glisser doucement. Plein de beaux projets en tout cas, en cours et à venir. Toi, en termes de kilométrage annuel, tu es à peu près sur combien? Est-ce que tu as cette donnée? Entre 20 et 35 000 selon les années là depuis 4 ans. Cette année, je crois que j'ai fait 26 000 km.
Après, D'accord, ça veut ouais. pas dire grand-chose. C'est ce que fait un cycliste à peu près du Tour de France, entre 25 et 35 000, un cycliste pro niveau Tour de France. Mais certainement à des moyennes beaucoup plus élevées, avec des intensités beaucoup plus élevées et sur des plages de temps beaucoup moins élevés. Donc voilà, après, chacun sa manière de vivre le vélo, mais ouais, je roule un peu beaucoup, mais après, il y a d'autres mecs de mon niveau qui roulent vraiment beaucoup plus, il y en a qui roulent moins. L'important, c'est de trouver son équilibre et puis de pouvoir réaliser ce qu'on veut réaliser, quoi. Maintenant, si tu le veux bien, on va parler un petit peu plus de l'endroit où tu te trouves. On va parler un peu plus du Maroc, plus précisément. Ouais. Heu, Quand et à quelle occasion tu as découvert, ce pays? Le Maroc, ça fait une quinzaine d'années que je le parcours. Dans un premier temps, c'était plutôt à pied, c'était un peu plus touristique ou du trail running ou des choses un peu moins engagées qu'aujourd'hui. Ensuite, ça fait ouais, 5-6 ans vraiment que je creuse cette région, notamment de l'Atlas, depuis le Paris-Dakar en vélo, en fait, où j'ai passé le Tiziane Test en passant de Marrakech jusque de l'autre côté de cette montagne pour aller vers Agadir et tout ça. Et depuis, bah, je suis un peu tombé amoureux de ces roches rouges, de ces berbères aussi, qui sont des gens assez exceptionnels, très accueillants, très proches de mes valeurs, de ma culture, de mes origines aussi. Donc voilà, moi je suis breton et les Bretons sont un peu les berbères de la France. En tout cas, c'est ce que disent tous les berbères d'ici. Et voilà, je me sens bien ici, je me sens un peu chez moi. Donc voilà, c'est assez rare sur cette planète, même si c'est vraiment dans la nature que je me sens le mieux. Et ouais, je me sens bien ici, donc j'y passe du temps. Et puis voilà, quoi, c'est cool, c'est un bel endroit, magnifique terrain de jeu pour ma discipline. Et passer du temps dans ces montagnes à vélo, ça fait vraiment du bien. Pour l'histoire, là, l'histoire des Bretons, qui sont les berbères, de la France, qu'est-ce que tu veux dire par là, du coup? Moi qui ne connais pas, en tout cas, les berbères. En fait, c'est simplement des peuples nomades, assez libres et assez engagés avec des caractères forts, mais ce sont des gens qui se sont battus pour leur territoire, leurs valeurs, leur culture pendant très longtemps. Alors, il y a des berbères en Algérie qui sont... En fait, c'est souvent les habitants des montagnes qui sont berbères ici. C'est des gens qui sont aujourd'hui... en fait, ils ont vraiment la culture, au-delà d'une culture marocaine, ils ont une culture à eux, c'est-à-dire que, bon, c'est assez particulier parce qu'ils n'ont pas beaucoup de fric, c'est pas des gros businessmen, quoique il y en a en France qui réussissent très très bien. Mais ils montent leur petite cabane pour beaucoup, leur maison, leur famille. En fait, ils ont des valeurs qui sont très proches des Bretons. Ce sont des gens entiers, des gens francs, qui ont une parole. Et voilà, après on en fait ce qu'on veut, hein, mais je pense qu'il y a des cons partout, que ça soit ici ou en Bretagne ou partout dans le monde. Mais non, moi j'ai vraiment des choses qui me sont chères ici. En fait, il y a une espèce de proximité constante avec les gens ici et c'est cool, c'est des gens hyper accueillants. Donc ça change dans notre monde un peu barriéré et puis où le rejet fait beaucoup apparition dans ces dernières années où les gens sont un peu reclus sur eux-mêmes. Ça fait plaisir d'être ici où on se sent assez libre quand même. C'est vrai que tu abordes le point justement avec, la population. C'est vrai qu'en regardant alors moi personnellement je suis jamais allé, au Maroc, mais c'est vrai qu'en regardant pas mal de reportages, notamment de cyclistes qui sont partis dans cette région du globe, on voit qu'au niveau de la population, c'est vrai qu'il y a une certaine gentillesse en tout cas qui est en place, là-bas. Est-ce que toi tu aurais des anecdotes à nous donner à ce sujet? Non, mais sur le Paris-Dakar, par exemple, j'ai été accueilli pratiquement sur beaucoup de ma partie marocaine, hein, qui était quand même très très longue, qui était la plus longue de ce projet. Presque tous les soirs, pas toujours gracieusement, mais pour pas vraiment cher. Et des fois assez tard le soir.
Et je me souviens d'une fois où la garde royale marocaine était vraiment ordonnée pour m'assister en fait. En fait, ils devaient me surveiller donc très tard, jusqu'à 2h30 du matin. Ils m'avaient suivi et ils essayaient de me faire rentrer dans une cabane à peu près toutes les 30 minutes pour me dire, bah mec, là, faut que tu ailles dormir parce qu'il faut pas rouler la nuit ici. Et j'avais passé de 20h à 2h30 du matin avec une voiture, avec un gyrophare. Et des fois, je leur disais de dégager parce que j'en avais marre d'avoir la lumière bleue là. Et voilà, mais non, ils sont très protecteurs en fait. Ils sont très protecteurs, très, très amoureux des gens qui font des choses. Et ici, il y a une vraie passion autour du vélo, quoi. C'est autour du deux roues, hein, parce que j'ai beaucoup de copains qui ont des motos aussi ici. Et en fait, comme les gens sont dehors, bah, ils te font un sourire et c'est cool, quoi. Donc, non, j'ai vraiment j'en ai mille des anecdotes ici, mais j'ai eu notamment aussi sur le Gravelman l'an passé où il y a eu énormément de neige et mes Gravelman ont été sauvés par des berbères qui ont même soulevé leur vélo, les ont emmenés chez eux, et on parle d'une vingtaine de personnes en France, je pense, qui seraient morts plusieurs fois, mais voilà, c'est la vie, c'est le Maroc, et puis c'est cette partie de l'Atlas, anti-Atlas qui m'est chère, quoi. Ouais, c'est en partie pour ça, du coup, si je comprends bien, depuis 15 ans, tu reviens en tout cas dans cette région. Ouais, après, je suis allé à d'autres endroits au Maroc, hein, mais non, ici, ça me bouscule, et c'est aussi parce qu'il y a des grosses montagnes, en fait, et moi, j'aime beaucoup ce truc que c'est compliqué de se dire, bah, je vais peut-être pas arriver en haut, je vais peut-être pas réussir à faire ce que je veux, je vais peut-être pas, on est en haute altitude, on monte à plus de 3000 mètres, voilà, j'aimerais bien mettre un vélo tout en haut du Toubkal, par exemple. Enfin, il y a plein de trucs qui me donnent envie comme ça, donc on verra bien ce qui va se passer, mais ouais, j'ai hâte de revivre l'Atlas un peu fort parce que on va pas dormir, ça va être solide et ça va être une belle course. Et voilà, je serai en plus avec un copain que j'aime beaucoup, Adrien Lichty, qui est un coureur suisse spécialiste d'ultra, qui est très fort. Mm. Donc j'ai hâte de revivre encore cet Atlas différemment. Et bah écoute, ça tombe bien, la transition est toute faite. Là, on va parler du coup de l'Atlas Mountain Race. Alors, je vais commencer pour introduire cette course pour ceux qui connaissent pas. Tout simplement aller sur le site de l'Atlas Mountain Race et lire la description, en tout cas, qui est faite de la course, la présentation de cette course. L'Atlas Mountain Race est une course cycliste à itinéraire fixe, sans support, en une seule étape, qui commence à Marrakech, traverse l'Atlas marocain avant d'emmener les coureurs à travers l'anti-Atlas et jusqu'à Essaouira. Le chronomètre ne s'arrête pas et il n'y a pas de prix. Il suit des pistes en gravier, des pistes simples et doubles, et d'anciennes pistes coloniales longtemps oubliées et tombées en ruine. Il y a très peu de tarmac, il y a un peu de marche et parfois de grandes distances entre les points de ravitaillement. La course débutera à 18h le 9 février 2024, avec un grand départ depuis Marrakech. Les coureurs suivront un itinéraire fixe de 1300 km qui passe par 3 points de contrôle dotés de personnel. Ils devront faire tamponner leur carte de brevet à chacun d'eux, avant de finalement se diriger vers la ville portuaire fortifiée d'Essaouira, datant du XVIIIe siècle, pour une ou deux bières d'après-course bien méritées. Pour réussir, ils devront terminer la course avant la fin de l'after-party le 17 février. On ne saurait sous-estimer à quel point cela sera difficile, mais comme l'a dit un jour Mike Hall, rien de ce qui vaut quoi que ce soit n'est jamais facile. Cette course sera une véritable démonstration de ses sentiments. Alors toi qui as déjà participé à cette course, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette course et qu'est-ce qu'elle représente pour toi ? Représente, je sais pas, mais non, c'est une course difficile. On parle du très haut niveau mondial, si on parle des premiers concurrents. On parle d'une course qui est difficile, engagée, fait partie des plus dures courses au monde en ultra-endurance à vélo. Donc non, c'est un très bel event organisé par un copain, Nelson. Euh, et ça fait partie des 10 courses, en gros, qu'il faut faire dans le monde, qui comptent vraiment, en fait. Parce qu'on peut faire des courses un peu partout, mais
Les courses de route, enfin selon moi, hein, ce n'est que mon avis, c'est quand même beaucoup plus facile que de faire des courses de ce type-là engagées pour beaucoup du parcours très loin de route, donc très loin d'humain, très loin de toute possibilité de se ravitailler, d'aller chercher à boire, d'aller chercher à manger, de trouver des gens pour dormir aussi, ou même des hôtels ou des chambres d'hôtes. Donc, en gros, faut se débrouiller. On est presque en autonomie, et puis voilà, ça fait partie du jeu. C'est des courses en autonomie totale, donc faut prendre les risques, mesurer, essayer de faire le mieux possible. Et c'est jamais facile, Atlas Mountain Race. Et selon toi, du coup, quelles sont les autres courses pour compléter un petit peu le top 10 des courses les plus difficiles dans cette discipline? Bah, je dirais la Silk Road Mountain Race au Kirghizistan. Je dirais certainement la Transcontinental Race aussi, même si c'est de la route. Je dirais la Tour Divide qui traverse les États-Unis. Après, la Two Volcano Race qui n'a pas eu lieu cette année, mais qui est en Sicile, où il y a vraiment beaucoup de dénivelé positif. Après, c'est les concurrents qui font les courses, hein. C'est vraiment. En fait, il y a des courses qui sont très dures, mais où il y a 10 concurrents au départ. Donc, quand il n'y a pas de concurrence, en fait, c'est facile de dormir 3, 4, 5 heures par nuit. Sur une tête de course, sur une Atlas Mountain Race ou sur une Silk Road, enfin encore plus sur une Atlas, ça dort à peine 1 heure par nuit, quoi, pour gagner la course. Donc, on parle de gens qui roulent 20 à 23 heures sur 24, quoi, pendant 5 jours. Donc c'est dur, c'est engagé, et puis c'est technique un peu, même si quand on a un bon niveau technique, quand on a un bon bagage, c'est assez facile de faire l'Atlas Mountain Race. Tout peut arriver, quoi. On peut crever, on peut casser son vélo, on peut avoir tout ce qui fait de ces courses des événements un peu uniques, quoi. Et comment toi tu te prépares du coup physiquement, mentalement pour cette course? Bah, ça fait 30 ans que je me prépare à tout ça, quoi. Je pense pas qu'on se prépare en 6 mois à l'Atlas Mountain Race. Enfin, ça se saurait, quoi. C'est comme si on disait, bah non, je me suis préparé pour une course de 20 jours ou pour le Vendée Globe en 6 mois. Ça n'existe pas. Après, évidemment, je fais des kilomètres. Ici, je suis en prépa. Je fais au minimum 1000 mètres de dénivelé positif tous les jours, mais on est plus entre 1005 et 1800 mètres de dénivelé positif tous les jours, voire beaucoup plus, parce que la semaine dernière, j'ai fait une journée à 8000, quoi. Une journée de un peu plus de 24 heures. Donc, ouais, faut bosser, faut être en montagne si on peut, faut faire du D+. C'est une période qui est pas facile, notamment en Europe, parce qu'il fait froid. Faut faire des intensités pour pouvoir accrocher la tête de course, et puis après faut avoir un physique fort, des bras solides, un coup fort, et voilà. C'est l'ultra, c'est pas facile à vélo parce qu'il y a quand même beaucoup de paramètres. C'est un sport mécanique, et avoir un gros physique, ça suffit pas, quoi. Si on n'a pas de mental, je pense que sur ces courses-là, faut même pas venir. Ça a pas grand intérêt. Vous ferez peut-être une journée si vous avez de la chance, mais sinon au premier CP, vous serez déjà dehors parce que vous aurez trouvé ça très technique, alors que ça va, en fait. Il y a quand même beaucoup plus dur que l'Atlas Mountain Race au niveau technique dans le monde. Donc voilà. Est-ce que tu fais du repérage? Est-ce que tu repasses sur le parcours pour repérer certains points, certains passages? Bah là, le parcours, j'ai déjà fait presque 3 fois, donc ouais, je vais pas refaire. Je vais faire des trucs que je connais déjà une fois peut-être, mais c'est tout. J'ai pas besoin de m'en remettre des tonnes sur le parcours et tout ça. Et puis il y a un truc, c'est que quand on est toujours sur les mêmes parcours, il y a pas de surprise, il y a pas de drôlerie, il y a pas, enfin, il y a moins d'exploration. Et ce que je recherche, c'est aussi aller chercher l'inconnu, et puis l'aventure, quoi. Donc, si on est déjà passé comme un pilote de Formule 1 300 fois au même endroit, c'est très bien. On peut passer très vite, on peut savoir exactement comment se ravitailler, réparer son vélo, etc. Mais ça perd un peu de son charme. Enfin, c'est mon avis. C'est pour ça que normalement, je fais pas plusieurs fois la même course.
Mais j'aime beaucoup les courses de Nelson et cette course est assez bien placée pour moi tous les ans et il y a souvent des fidèles qui viennent tous les ans en février sur l'Atlas et c'est cool. Et je vais retrouver tous mes copains. Il y a aussi ça, c'est qu'il y a une ambiance particulière sur les courses de Nelson. C'est une famille de gens qui font des courses engagées et qui aiment ça et puis qui acceptent les règles et voilà quoi. Après c'est jamais facile. Et niveau matériel, quel type de vélo du coup tu auras sur cette course et comment tu vas l'adapter pour pouvoir transporter tout ce dont tu as besoin? En fait, mon vélo est presque toujours le même sur les courses de VTT, il est presque toujours le même sur les courses de route. J'utilise un vélo de la marque Girs, qui est une marque française, avec des roues DT suisses, j'ai 12 vitesses à l'arrière, un monoplateau à l'avant, je pense que je vais rouler en 30 ou en 32 à l'avant, et derrière 11, peut-être ouais, 10 ou 11, 51. Donc des braquets qui sont vraiment vraiment très très élevés. En gros, je vais beaucoup pouvoir mouliner. Et puis voilà, après sur la route, je n'irai pas extrêmement vite. Ce sera très difficile d'aller au-delà des 30 km/h, mais j'ai pas forcément besoin. Et puis en gros, c'est un VTT que j'utilise qui est assez, enfin qui est vendu dans le commerce, hein, donc il y a rien d'exceptionnel. Après, j'ai un prolongateur dessus, je roule tout en Shimano sur cette course-là. J'ai des pneus Maxxis, donc des pneus larges de 2.2, donc ce qu'on utilise en cross-country habituellement. Et puis voilà, ce qu'il faut, c'est un vélo confortable aussi. Donc j'ai une selle qui est spécifique depuis maintenant Paris-Dakar, depuis 2018 ou 2019, une selle en cuir française, tu vois. Mais voilà, très bon GPS, très important pour moi parce que si tu te perds, bah, ta course elle est morte, quoi. Donc je suis sponsorisé par Garmin, donc j'utilise tous les produits de la gamme. Mais là, j'ai un Garmin qui est en plus solaire et ça me permet d'économiser entre 20 et 40% d'énergie sur la navigation, parce que quand on n'a plus de batterie sur une course comme ça, on passe un vraiment seul moment. Donc voilà, après c'est assez simple. J'utilise du mécanique, contrairement à beaucoup de mecs qui sont dans le top 10 mondial, sur mes vitesses et tout ça. Et puis mon vélo n'est pas le plus léger, n'est pas forcément le plus technologiquement abouti, mais ça me convient très bien, ça marche très bien, et puis surtout c'est fiable, quoi. Parce que du coup, tu dis que c'est pas le plus léger, tu as une idée du poids du vélo, enfin du poids qu'il aura? Le vélo chargé avec l'eau à bouffer et tout, je pense qu'il fera 15 kilos au départ. Je pense, un truc comme ça, quoi. Pour faire une différence par rapport à celui, on va dire, celui qui a le vélo le plus léger sur cette course-là, on serait sur combien de Je kilos? sais pas, ils seront à 12-13, quoi, peut-être. Les mecs, ils seront à D'accord. 12-13, et puis les plus lourds, ils seront à plus de 20 kilos, quoi. Et les mecs, ils partent pour le double de temps de moi, et puis pas les mêmes vitesses, je pense. Donc ils vont passer du temps sur le tarmac, quoi. Pour tout ce qui est gestion alimentation, parce que en regardant certains reportages documentaires, je vois qu'il y a quand même assez peu d'endroits pour se fournir en nourriture. Ça, tu le gères comment? Ouais, il y a quand même à bouffer et à boire, hein. C'est l'Atlas, c'est le Maroc, il y a quand même à manger. Entre maximum tous les 50, 60, 80 km, il y a à manger. Donc ça fait du temps, mais entre 4 et tous les 4-6 heures, il y a à manger. Après, des fois, il y a des gaps de 250 ou 200 bornes, mais ça arrive une fois sur l'Atlas Mountain Race. Sur d'autres courses, c'est beaucoup plus dur. Mais bah, faut prévoir, quoi. Faut prendre un peu plus à ce moment-là. Et puis après, gérer son allure aussi, gérer aussi sa boisson, son alimentation en fonction de ça, et puis en fonction de la température aussi, parce qu'il peut faire assez froid la nuit, entre -5 et -10 degrés en très haute altitude, et jusqu'à 35-40, je pense, au soleil, quand il fera chaud. Donc ouais, pas évident à gérer. C'est surtout ça qui est pas évident à gérer. Après le reste, ouais, je connais personne qui m'a dit j'étais en hypo, j'ai pas pu finir parce que j'avais pas à manger, quoi. Ça, si tu fais ça, faut pas faire ce sport, faut faire autre chose, quoi. Tu l'as dit tout à l'heure, sur cette course, le sommeil, en tout cas pour ceux qui jouent la victoire, le sommeil est peu présent. C'est une question qui a été posée par un auditeur. Toi, comment tu gères les coups de moins bien?
pour lutter un petit peu, repousser au maximum ces phases de sommeil? Bah, je gère pas bien en fait, comme tout le monde, mais bah, des fois je m'endors sur le vélo, des fois je suis, à la limite de tomber à plein de moments, entre 4 et 7 heures du mat. Mais je suis assez connu pour pas trop dormir et surtout sur ces courses-là. Après il y a des mecs plus forts que moi, il y a des mecs moins forts. Moi, le truc c'est que je roule moins vite, donc bah, je suis obligé de pas trop dormir. Et non, ce qu'il faut, c'est surtout gérer les nuits froides parce que s'il fait froid, c'est très difficile de dormir dehors. Du coup, bah, faut accepter de soit me rouler moins vite le jour pour pouvoir faire des nuits sur le vélo et donc pas avoir forcément froid et voilà. Mais en fait, plus on roule vite, plus on a de coups de moins bien, quoi. C'est sûr, si tu es en sur-régime toute la journée, c'est très difficile de ne pas dormir la nuit. Alors que si tu gères ta journée un peu à ta main, un peu moins vite, c'est plus facile de se dire bon bah je fais une full night et puis on verra demain, quoi. Mais devant ça dort pas, quoi. En fait, si j'avais pas de tracker, si on n'était pas en course, c'est sûr que j'aurais envie de dormir, mais et d'ailleurs j'ai envie souvent. Mais ouais, c'est pas évident, hein, le sommeil, chacun son truc. Je conseille pas de pas dormir, mais quand tu as envie de jouer devant sur ces courses-là, si tu dors 8 heures par nuit, bah, c'est sûr que tu seras en dehors du top 10. Ça n'existe pas, quoi. Il n'y a aucun mec qui dort 8 heures par nuit à l'hôtel et qui se dit, bon, bah, je vais faire top 10 sur une épreuve internationale, quoi. Enfin, je connais pas, j'ai jamais vu encore. La victoire, sur l'Atlas Mountain Race, ça joue en combien d'heures? Ça joue en 5 jours, je crois. Je crois que c'est 4 heures, 4 jours et je sais plus combien d'heures, 20 heures ou 5 jours quelque chose, mais c'est assez court avec le nouveau parcours, parce qu'avant, ça faisait 1000 bornes ou 1100 kilomètres. Et là, on est plus sur 1300 quelque chose. Donc ouais, c'est plus ça. De toute façon, vaut mieux que je finisse dans les mêmes temps que l'an passé parce que j'ai un avion qui est vraiment serré. Donc je pense qu'entre 2 et 5 heures après ma course, je devrais être parti parce que j'ai une conférence dans l'ouest de la France et je dois vraiment rentrer, sinon je vais vraiment avoir des problèmes. Donc va falloir se presser un peu. Il y a pas le choix, quoi. Plus que Ah non, non, l'arrivée, c'est vraiment l'avion pas du qui tout va le choix. qui va te timer la Ouais, course. ouais, ouais, ouais. Ouais, et puis en fait, c'est particulier, c'est la première fois que je pars en duo avec quelqu'un comme ça, et c'est un copain donc il s'appelle Adrien Lichty, c'est un très très grand coureur d'ultra-endurance. Très bon copain aussi, donc voilà, on va pouvoir se relayer, on va pouvoir partager et vivre quelque chose de différent, de fort, c'est sûr. Donc je suis très content de partir avec lui, et puis voilà, ça va être beau entre potes d'ultra, et on va essayer de faire un beau classement au scratch aussi. Sur cette course, du coup, qu'est-ce que tu es venu, chercher, lors de cette participation? Bah, gagner déjà, gagner en duo, et puis après on verra. Non, mais on va déjà s'amuser, on va partager un truc et puis se dire qu'on a découvert autre chose chez nous, de l'un l'autre, et puis dans cette région qu'on aime tous les deux. Mais ouais, ouais, l'idée c'est aussi de gagner. Quand je mets un dossard, c'est pour faire une performance. Sinon, faire du euh, faire du vélo, je le fais depuis longtemps. Faire du vélo sur des longues distances, je le fais aussi depuis un certain temps. Donc voilà, si c'était un voyage à vélo, je prendrais pas de dossard, quoi. Des voyages à vélo, je suis en capacité d'en faire. Prendre un billet de train ou d'avion, on peut le faire partout dans le monde. Tout le monde peut s'aventurer. Après, s'aventurer à ce niveau-là, ce niveau de performance, c'est quand même bien autre chose. Et pour l'instant, c'est ma philosophie. Après, ça changera probablement. Quand tu parles de duo, il y a une catégorie solo, une catégorie duo ou c'est juste, vous allez Ah faire bah oui, plutôt, oui, oui. Ah bah ensemble oui, sur oui. cette course? Ah non, il y a une catégorie duo, sinon t'es exclu de la course au bout de quelques heures, quoi. Tu sais qui sont tes principaux rivaux sur cette, course, dans cette catégorie? Ouais, 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 il y a des Italiens qui sont très très forts. Après, il y en a d'autres qui sont, ouais, je pense qu'il y a 3 équipes qui sont assez forts. Après, on verra bien, hein. Ça va pas être, c'est sûr que ça va pas être facile,
Mais je suis assez confiant. Après, vu le niveau de performance maintenant des athlètes, je vais pas m'avancer et je viens pour m'amuser. Si ça marche, bah ça marche. Et puis, de toute manière, on va faire ce qu'on peut. On pourra pas faire mieux que ça. Toi qui as participé du coup plusieurs fois à cette course, est-ce que là par exemple si un futur participant écoute cet épisode, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller sur cette épreuve et également sur quel point tu pourrais le mettre en garde? Bah ouais, entraîne-toi, étudie un peu le pays, apprends deux, trois mots d'arabe ou de berbère, et assez de dirhams pour payer en cash. Achète une puce marocaine et un vélo adapté et plusieurs chambres à air, voire un pneu de rechange. Apprends à piloter un vélo. Enfin, je peux citer à peu près 80 000 trucs, mais ça, c'est les principaux, je pense. Et puis surtout, anticipe tous tes besoins en électricité et puis en sommeil s'il faut, et en alimentation évidemment, mais ouais, anticipe toujours tes besoins dans ces courses-là parce que sinon tu vas passer un moment difficile à vouloir tout découvrir last minute, c'est chaud quoi. OK, le message est passé. Là, on parlait un petit peu de la course en elle-même, de la gagne. Est-ce que vous avez du coup, vu que vous êtes en duo, une stratégie sur cette course? Bah non. Non, non, on n'a pas de stratégie. Non, ça va partir très vite. On va rester dans les premiers. On va rester dans les 10-15 coureurs au scratch. Et puis après, on verra comment on est. Mais si on n'est pas capable de faire un super départ, bah, on verra. On ralentira certainement. Mais moi, je pense qu'il faut attendre la mi-course pour accélérer. Et puis voilà, on accélérera certainement au bout de 600-700 km et puis faire une belle fin de course. Mais l'idée, c'est surtout d'être dans le pipe. Ouais, au CP1 déjà, d'être déjà dans le truc. Et puis après, on verra comment ça se déroule, quoi. Et sur le parcours, il y a des endroits où vraiment le fait d'être en duo, ça va vous aider par rapport au fait d'être des autres courses que tu as fait en solo? Je sais pas. Je pense pas. Je suis Comme pas de sûr, en longues lignes fait. droites ou Ouais, mais bon, quand t'es cramé à 20 à l'heure, à 2 ou à 3 ou à 12, de toute manière, tu fais sortir de la roue comme une merde, quoi. Donc, non, ça sert, mais quand t'es mort, t'es mort, hein, tu sais, c'est... Oui, ça peut servir, ça motive, machin, mais de toute manière, franchement, c'est tellement dur que oui, il va y avoir des moments de motivation. Après, ça a ses inconvénients, c'est-à-dire que quand il y en a un qui veut dormir, l'autre, il doit le motiver à pas dormir. Quand il y en a un qui a faim, bah, il faut trouver un moyen des compromis sur la faim, soif, dormir, et puis voilà quoi. Là, si tu gères pas une personne, tu gères un duo de deux, et c'est ouais, c'est chaud quoi, ce truc de couple composé comme ça, on connaît jamais vraiment les gens, donc voilà, mais ça va bien se passer avec Adrien. On a déjà passé du temps sur des courses ensemble. C'est typiquement le genre de personne avec qui tu peux passer un bon moment en duo, quoi. Parce qu'il y en a d'autres, c'est compliqué. Ils te mettent la misère, ils ont aucune notion de ce que ça peut être un duo, quoi. C'est plus une bataille individuelle et ça c'est l'enfer. ouais, parce que c'est vrai que sur les 5 jours, il y aura forcément des moments un peu difficiles, donc je pense que le fait de bien connaître son duo, son binôme, Ouais, ça c'est là où est l'intérêt de partir à 2. ouais, 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 bah c'est sûr, c'est sûr. Pour revenir un petit peu sur les objectifs, donc bon, on l'a compris, c'est la victoire et en temps, vous avez déjà une idée un petit peu, du temps que vous allez mettre? Même si la deadline, c'est l'aéroport? Ouais, je sais plus combien j'ai mis d'heures la dernière fois, peut-être 4 jours, 15 heures, ou je sais plus exactement, mais il faut que je rentre dans ce timing-là obligatoirement, sinon je suis vraiment dans la merde. Mais après, ouais, c'est essayer d'améliorer mon chrono de l'an passé et puis basta, quoi. Après, le reste, on verra en cours de route, hein. Tout peut arriver. Ouais. Écoute, on arrive, gentiment sur la fin de l'épisode. Alors déjà, avant toute chose, je tenais quand même à te remercier de ton temps et de ton partage sur ce futur, projet. Ouais, bah merci à toi, merci, c'est cool de transmettre. C'est cool de transmettre, c'est cool de parler avec des gens passionnés par ça, et puis ça permet
de vivre un truc fort avec des gens aussi qui sont simplement pour parfois des amateurs et qui ont juste envie de vivre un truc aussi à leur tour, et c'est ça qui est cool, quoi. C'est ça que j'aime aussi dans cette envie de transmettre. Puis merci également de nous faire voyager, en tout cas déjà par cet épisode du podcast, mais également par toutes les vidéos que tu publies sur YouTube. Je pense que je suis pas le seul à les regarder et vraiment c'est toujours un plaisir, notamment la dernière avec le Tour Divide. Ouais. Vraiment toutes ces vidéos, c'est vraiment une invitation au voyage en tout cas. Ouais, bah après, j'essaie de transmettre des choses, de montrer aussi qu'on est tous faibles, on a tous des gros moments de down et des gros moments de up aussi, donc faut aller au bout de ses rêves, réaliser des choses et puis faire, quoi. La vie, c'est faire, donc foncez et amusez-vous, c'est ça qui compte. J'ai pour habitude de laisser le dernier mot à mon invité. Donc, Ouais. tu vas pouvoir prendre la parole sur le sujet que tu veux. Ça peut être une invitation du coup à partir à l'aventure, que ce soit à vélo ou autre, ou sur cette course-là, sur un projet, sur la vie en général. Tu as carte blanche. Ouais, bah moi, c'est assez simple, je dirais aux gens d'aller au bout de leurs rêves, quoi, quel qu'il soit, de bosser pour aller en ce sens, de la réalisation du mieux possible. En fait, la meilleure course, c'est celle qu'on vit à fond. Et voilà, donc foncez, essayez d'avoir le meilleur matériel, la meilleure motivation, surtout le meilleur mental, mais surtout et allez au bout de vos rêves, quoi. Réalisez des trucs et soyez juste avec vous-même et avec les autres, et soyez bienveillants, et le reste, ça se passera très bien, parce que la vie, elle est pas facile pour personne, et il y a toujours des moments incroyables qu'on peut vivre tout seul ou à deux. Donc vivez des trucs et soyez bienveillants avec vous-même, avec les autres, et le reste, ça se passera toujours bien. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager avec tes proches et à donner ton avis en laissant une note sur ta plateforme d'écoute. Cela contribuera à augmenter la visibilité du podcast et à avoir des invités toujours plus incroyables. Et pour ne rien manquer des prochains épisodes, je t'invite à t'abonner au podcast. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure.